Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 10 de notre petite saga sur Fire Emblem 4 Season no Kefu. Alors plus précisément, la partie numéro 31 qui va nous rapprocher très sérieusement de la fin du jeu. Parce qu'effectivement le chapitre 10 est le dernier chapitre, on va dire, classique, nominé comme chapitre avant l'épilogue. Donc c'est du sérieux, très sérieux. Et là, cette fois, on doit régler leur compte à certains ennemis qu'on a depuis longtemps et qui ont fait de cette terre un enfer. Voilà. Notamment Monsieur Manfroy, qu'on reconnaît au milieu. Alors oui, ça fait quelques temps qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié cette série de vidéos. Tout simplement parce que je lançais KOTOR 2. Alors quand je commence une série de vidéos, j'essaie de lui donner, si vous voulez, un élan considérable pour vraiment qu'on rentre dans le jeu, voyez, et que ça prenne de la vitesse. Et ensuite, comme ça, une fois que c'est lancé, je reviens à celle que je faisais précédemment. Alors pourquoi je fais ça généralement? Tout simplement pour essayer de, vous voyez, qu'il y ait quelque chose, un emballement d'envie sur la KOTOR 2 pour le coup. Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça. Donc plus précisément sur ce chapitre, moi je vous recommande de faire très attention, puisque ce chapitre 10 qui est Light and Darkness, donc lumière et ténèbres, ça commence vraiment à être très dur. On a vraiment des choses qui sont dangereuses, où vous pouvez rip sur un mauvais placement, donc faites très attention. Là, on a une discussion entre Julius et Ishtar. Donc j'ai l'impression un peu que Ishtar, c'est un petit peu sa pinko, mais en fait j'ai l'impression qu'il se joue un petit peu d'elle. C'est un petit peu bizarre. De toute façon, Julius, franchement, c'est le fils que personne ne veut avoir. C'est un petit peu le fils machiavélique, qui fait froid dans le dos, etc. Enfin, moi, si j'avais un fils comme ça, je m'inquiéterais quand même. C'est un peu le, vous voyez, le genre Death Note, quoi, vous voyez. Le héros Light Yagami. Ou plutôt, si vous êtes fin connaisseur, Yagami Raito, pour les vrais. Donc voilà. C'est un peu le genre machiavélique. Ah ouais, franchement, si j'avais un fils comme ça, je serais pas très content quand même. Alors oui, aussi par ailleurs, je suis obligé de le citer, parce que ça c'est quand même un événement Fire Emblem très important, et on est là, je vous dis, on discute tranquillement. Je pourrais ne pas commenter les vidéos, je le fais, donc après tout, on peut parler d'un peu tout. Il convient de dire quand même que Shadows of Valentia est sorti. Alors, c'est intéressant quand même, parce que déjà, on a un Fire Emblem ici qui est donné en français, avec... Donc déjà c'est important, vous voyez, vous vous rendez pas compte, c'était sorti qu'au Japon, sous l'égide de Fire Emblem Gaiden. Donc Fire Emblem 2, qui était, moi, à mon sens, il y avait quand même quelques petites choses qui étaient un peu YOLO, et qui plaisaient pas. Enfin, quand vous le refaisiez, ça faisait un petit peu... comme d'ailleurs quand qu'on refait Fire Emblem 1, c'est la même sensation. C'est vraiment quand vous ressortez par exemple, même d'un Radiant Dawn, vous revenez à cela, vous voyez, ça faisait un petit peu vétuste. Alors, je sais que il y a des gens qui ont une âme de puriste, certes, donc je respecte ce côté vieux graphisme, mais sincèrement, ce qu'ils ont fait là, ils ont remis ça au goût du jour, il n'y a rien à redire. Regardez la tête qu'avaient les face sets notamment, donc les visages des personnages, comment ils sont en graphique, dessinés. Voilà, et ce qu'ils sont fait maintenant, enfin c'est le jour et la nuit. Là c'est d'une beauté graphique vraiment, voilà, il y a vraiment une personnalité. Donc bon, il n'y a pas photo. Alors là on voit qu'il y a des gosses, les gosses qui devaient être sacrifiés au nom du dieu Loptir, évidemment. Donc ça sera un des objectifs de mission, de les sauver, effectivement.
Et donc ouais, pour Shadows of Valentia, bah... Moi je dois dire que j'ai été plutôt content, parce que c'est ce que j'attends d'un remake qui ne change pas la donne. C'est-à-dire que... Putain, ça le fait, quoi. Hein. Ça reproduit. Alors, certes, on pourrait pester contre le fait que... Moi, par exemple, j'aurais peut-être attendu, quitte à rester un petit peu dans ce côté... le mercenaire, épéiste, puis... vous savez, la fameuse classe, hein, qui permet de refaire une boucle. Voilà, on connaît le game. Bon, bah, quitte à faire ça, pourquoi ils ont pas fait ça pour toutes les classes? Parce que je veux dire... Enfin... Ça déstructure, les autres n'ont pas des avantages assez suffisants pour vous dire que seuls les mercenaires auraient eu des GR ou des conneries comme ça plus bas pour dire ils ont une compensation avec ça. Non, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce délire là? Finalement, les autres, ils ont des GR assez équivalents. Pourquoi ils ont ce désavantage? Vous voyez, quitte à refaire une boucle, autant que, vous voyez, tout le monde puisse faire cette boucle. Hein. Alors, on rappelle hein, que c'est la boucle que vous faites à la fin du T3, même T4 hein, si on compte le villageois. Et ça vous permet de revenir au villageois, donc de faire une boucle d'XP qui fait que vous êtes toujours, vous voyez, en train de prendre des... Voilà, vous n'êtes pas bloqué au niveau 20. Et du coup, ce que moi, en fait, je craignais au début, c'est est-ce qu'ils allaient faire, si vous voulez, un internal level. L'internal level, ça aurait pu être un moyen de limiter tout ça. Ou alors, il fallait le faire pour tous les personnages. Ça aurait été aussi une solution. Mais là, non, aucun des deux trucs. Donc, pas d'internal level. Donc, quand vous retournez au villageois, vous recommencez à prendre des niveaux extrêmes. Donc, c'est ça le truc. Et donc, du coup, bah bon, ok, hein, moi, pourquoi pas. Alors, autant vous dire que là, c'est plus vraiment un jeu de stratégie, c'est un jeu de farm. Parce que vous prenez tous les mercenaires du jeu, avec quelques prêtres, voilà, on a fait l'histoire, là. Hein. C'est pour ça que moi, je l'ai fait une fois, en difficile. Je n'y reviendrai pas, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. Le petit rajout de fin, là, il est assez sympa, mais sans plus, hein. Vous roulez sur tout le jeu. Bon, voilà, quoi. Hein. Donc, mon avis est quand même mitigé dans le sens où je pense qu'ils auraient pu au moins, si on reste dans l'essence de ce truc, peut-être recommencer en gardant ça, mais en le mettant pour toutes les classes. À la limite, hein, quitte à XP, voilà, être dans le farm, bah, au moins que tout le monde puisse le faire. Parce que là, franchement, hein, ça vous prive de pas mal de persos. Hein. Voilà, là on va garder Gray, Tobin, et surtout le troisième dont j'ai oublié le nom, là, voilà. Donc pour ce départ, Faye, très importante, même si c'est une femme, donc du coup elle peut pas faire la boucle, mais elle reste quand même villageoise. Alors on voit Altena hein, qui passe en T2, et qui va gagner donc du coup poursuite, et de très très bonnes montées. Là on n'a pas vu, mais force, défense, là elle est au niveau des autres déjà, pour vous dire. Et je l'ai pas entraîné du tout, hein, pour vous dire. Donc c'est assez impressionnant. Et oui, parce qu'elle arrive, elle est niveau 18 du T1. Elle a pris 2 niveaux rien qu'avec les combats d'arène. Hein. Donc c'est assez impressionnant. Et encore, je crois qu'elle a pas fait tous ses combats, parce qu'au bout d'un moment, elle était niveau 20, donc quand vous êtes dans ce genre de situation, arrêtez-vous de faire des combats d'arène, puisque faut d'abord passer T2, puisque je rappelle qu'il y a des caps max qui augmentent. Hein. Donc si vous prenez des niveaux en tant que... Parce que vous pouvez hein, prendre des niveaux au-dessus du niveau 20 dans ce jeu, mais du coup il y a un problème, parce que du coup vous êtes toujours en T1, et vous avez toujours des caps max qui peuvent vous retenir, notamment celles qui sont déjà au max. Hein. Donc passez d'abord le T2, et ensuite on recommence l'arène. Hein. Et là donc du coup, pour le coup comme j'ai voulu directement enchaîner, il lui reste des combats d'arène, donc elle a même pas... Oui, c'est vraiment... Ah ouais mais Altena elle est au niveau, hein. Franchement, c'est assez impressionnant. Voilà, donc là on va sortir tout le monde, et... C'est vrai que comme vous l'avez vu, ça commence très fort, puisque on commence direct avec plein de mages, dont certains qui vont vous faire du sommeil. Donc 2 qui font du sommeil. Dont certains qui vous attaquent à distance avec de la magie à distance. Voilà, donc à 10 cases. Et puis vous avez tous ceux qui vous attaquent magie normalement, quoi. Donc, bon, faites attention quand même, hein, essayez d'exposer plutôt des Lévines, plutôt tous ceux qui ont une bonne résistance, ou tous ceux qui ont une bonne esquive. Hein, voilà, pas plus, parce que sinon, c'est dangereux. Parallèlement, on a vu que j'ai commencé à envoyer les unités volantes sur la gauche. Hein.
Donc les unités volantes qui vont avoir un intérêt assez conséquent, notamment pour les gosses, et aussi pour aller faire un petit peu de dégâts en avance, pour éviter que ça parte en couille, tout simplement. Voilà, donc celui qui est le plus exposé, c'est Ced. Mais je suis assez étonné quand même que Ced, souvent, il se fait toucher. De mémoire, de mes souvenirs quand j'avais fait le jeu il y a longtemps, j'avais gardé de Ced une image un peu d'invincibilité. Et en fait, je me rends compte qu'il peut se faire toucher quand même. Vous voyez, c'est pas impossible, c'est pas non plus totalement ultra cheaté. C'est très cheaté. Mais si vous faites pas gaffe et que vous faites n'importe quoi, ça peut quand même mal se passer même avec lui. Hein, voilà, donc comme vous l'aurez vu, il est maintenant évident que je ne vais pas entraîner notre ami Corpel. Hein, ça, je crois que c'était évident. Mais voilà. Et de même que Hannibal. Ce sont les deux personnages que je ne vais pas entraîner, tout simplement. Et ça, je crois que j'ai déjà donné les explications il y a quelques semaines, hein, donc je vais pas trop y revenir. Corpel, on a déjà plein de soigneurs, et Hannibal, il n'y a pas assez d'éléments intéressants, notamment la poursuite, pour que je puisse m'y intéresser. Alors c'est vrai que ça paraît très impressionnant comme ça, hein, ce groupe, mais dites-vous quand même que l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui attaque aussi bien au corps à corps qu'à distance. Pour vraiment commencer à faire le ménage, vous voyez, parce que si vous avez trop de gens au corps à corps, ils vont trop se rapprocher sans qu'il y ait personne qui soit, voyez, parti de ce monde. Et donc du coup, c'est dangereux, hein, quand même. Donc voilà. Voyez, par exemple là, pas de réplique possible avec Sélif. Problématique. Bon, alors, ça va bien, Sélif, hein, je l'ai exposé parce que il a une bonne résistance de base, plus un objet. Donc c'est assez idéal. Donc ouais, Shadows of Valencia, je trouve que le design, en tout cas des face sets, est excellent. Bon, on reste toujours sur de la 3DS par ailleurs, donc sur la map elle-même, bon, ça reste des sprites en 2D, hein, voilà. Je dois dire aussi que, de par le fait que ce soit un remake d'un jeu qui n'était pas très inspiré au niveau du level design, bah, du coup, on retrouve pas mal de plaines qui sont assez vides. Hein. Y a quand même quelques forts vous voyez, qui sont mis en scène, donc c'est sympa. Mais voilà, c'est quand même pas le Fire Emblem le plus inspiré du monde sur le level design. Et comme on est sur 3DS, pour un jeu actuel, c'est vrai que ça fait un peu chiche. Mais c'est comme ça, hein, c'est un remake. Fallait quand même que ça reste voilà, dans l'esprit. Au niveau de la difficulté, moi j'ai trouvé ça assez facile, hein, parce que à partir du moment où vous connaissez, voilà, vous savez qu'un archer, mais même un archer en classe finale, vous faites la boucle avec les mercenaires, vous finissez par un archer, voilà, enfin, vous voyez, hein, c'est aussi possible. Donc, l'archer et peut-être je me rappelle pas du nom de la classe, c'est le alors le samouraï, là, vous savez qu'il y a un gain de résistance et qui divise par 2 les dégâts de magie, je vais pas m'en rappeler. Bon, c'est pas grave, peut-être que ça me reviendra. Vous voyez la classe que c'est, hein, voilà. La classe finale de l'épéiste, hein, voilà. Comme ça c'est clair. Donc vous faites ça. Donc voilà, c'est quand même... Comment voulez-vous qu'il y ait de la difficulté avec ça? Impossible. Hein, vous faites. Moi, ma team finale, c'était quoi? C'était, alors que je me souvienne, c'était Tobin, Gray, et puis dans l'équipe de Celica, il y avait 2 autres gars aussi qui étaient des mercenaires évidemment. Non mais je vous cache pas la chose. Hein, je veux dire. Moi, je suis là, si vous voulez, pour optimiser. Hein. Donc. C'est pas l'histoire de dire ouais j'utilise que des trucs cheatés, mais c'est comme ça, c'est le jeu qui vous le propose. Donc je veux dire, à un moment donné, moi je suis là pour optimiser, je suis pas là pour me dire faire de la culpabilité à l'utilisation de choses trop cheatées. Hein. Je fais ce qu'il y a le plus efficace dans un Fire Emblem. Hein. Donc c'est simple, c'est pour ça qu'il faut pas laisser ce genre d'outils à des gens comme moi, parce que sinon on en abuse, hein, c'est évident. Donc
moi je suis pas une petite nature, si je peux farmer par exemple des donjons qui en plus restent en l'état de cause fait pour, hein, voilà, c'est fait pour, donc je vais vous dire, bon, on peut aussi la jouer low term count, évidemment, toujours est-il que moi, cette partie-là, je l'ai fait en XP, hein, voilà, c'est logique, donc, parce qu'en fait, pour tout vous dire, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'avais entendu parler du donjon, et je me suis dit, bon bah, pour faire le donjon, j'ai vu que ça a l'air d'être une purge, je vais m'entraîner à fond. Quelle erreur, parce qu'en fait, le donjon n'est pas si dur que ça, et même avec quelques stats en moins, je pense que c'est faisable, hein, franchement. Je pense qu'il a été largement surévalué par ceux envers qui j'ai lu les fameux posts hein, qui en parlaient, donc voilà. C'est pas si dur que ça. Après, c'est vrai que faut bien connaître ce qui fonctionne dans le jeu. Et notamment, moi je vous recommande les fameux archers qui attaquent mais quand même à 5 cases. C'est un truc de malade, ça, franchement. Et j'avais eu une discussion avec Monsieur Orb ou quelqu'un d'autre du forum hein, de Shadows of Valencia. Et il m'avait soutenu que, ouais, les archers c'était pas si cheaté. J'ai dit, mon gars, quand même, waouh. Alors peut-être éventuellement sur la progression hein, au cours du jeu, c'est-à-dire effectivement la classe des épéistes est meilleure pour oui, agglomérer les niveaux. Mais si on parle de classe pure, même en finissant ces épéistes en tant qu'archer, c'est possible. Hein. Vous le refaites passer villageois, vous avez le choix de classe archer. Vous voyez, hein, donc je suis désolé, l'archer c'est une des meilleures classes, si ce n'est largement la meilleure classe du jeu. Hein, voilà. Faut pas dire n'importe quoi non plus, hein, je suis désolé. Alors après tout dépend, on va pas faire une bataille idéologique, hein, ça se trouve lui dans son esprit c'était au cours du jeu, vous voyez, en prenant par exemple les archers qui sont déjà de base des archers. Alors ouais, dans ce cas là peut-être que oui. Mais il faut être clair, là si on parle uniquement des classes pures, avec tout ce qui nous est proposé dans le jeu, non, c'est les archers. Parce que je veux pas dire, mais même la classe d'épéiste en classe finale, qu'est-ce que c'est que son avantage? Tout au plus de pouvoir ne pas trop prendre de dégâts magiques, hein. C'est ça l'histoire, hein. Ça et uniquement ça. Sinon ça attaque finalement au corps à corps et ça a 5 à 10 points de critique en plus. Cela dit, sur ma team finale, moi je me rappelle que mes archers, ça passait en 2 coups, ils tuaient les ennemis, vous voyez, donc à partir de là, bon, 10 de critique en plus, j'ai jamais loupé quelque chose, parce qu'en fait, un tir en critique plus un tir normal, ça suffit à tuer les ennemis, tous les ennemis du jeu quasiment. À partir de là, j'ai jamais vu comme j'avais, je crois, 70% de faire un critique, un truc comme ça, 65-70. Donc à partir de là, vu que c'est plus haut que 50%, vous avez de très très fortes chances de faire un critique, au moins 1 sur 2, et dans ce cas-là, vous tuez en un double coup. Et dans ce cas-là, attaquer à distance devient la priorité, voyez, donc devient supérieur à la classe d'épéiste. C'est mon avis, c'est mon avis. Si on veut vraiment abuser du système, vous prenez qu'une équipe faite d'archers dans ce jeu, et c'est bon, hein. Même d'ailleurs, je vais vous dire sincèrement, avec 2 archers, vous arrivez à torcher le chapitre 6, hein, pour le coup, le donjon spécial. Donc voilà, quel est l'intérêt. Donc à cette occasion, il y a des choses à optimiser. Par exemple, on peut parler du fait que il vaut mieux avoir des stats équilibrées plutôt que des stats, des GR notamment, où vous avez un gros truc en force et très faible en défense par exemple. Parce que finalement, si vous XP, la différence se fera moins sentir et vous aurez des stats de tous les côtés plus facilement. Ou alors vous aurez le truc avec que le GR en force au max, donc la force va maxer très vite, et puis après vous allez galérer pour les autres stats. Hein. Donc ça c'est une stratégie assez classique, de type, si j'XP, eh bien autant que les stats soient équilibrés. C'est pour ça que Grey c'est sympa, mais c'est peut-être pas, vous voyez, hein, le meilleur de tous. Cela dit, Grey est très intéressant parce que au niveau de ce qu'il propose aux autres gars, notamment du critique, ça peut être sympa. Le critique est la seule vertu intéressante quand vous faites ça. Tout le reste ne sert à rien. Le touch, vous êtes à 100% de touch, forcément, donc la précision ne sert à rien. Éviter les coups critiques ne sert à rien, puisque généralement, sauf si vous prenez un mercenaire notamment qui a une très faible chance, et donc là ça pourrait être utile, mais bon, moi je l'ai pas pris celui-là. Parce que je crois que c'est, comment il s'appelle ? C'est celui où il y a le choix, notamment Dean et Sonia. Et moi je prends toujours Sonia, donc voilà.
De ce fait, c'est vrai que l'esquive de critique ne sert à rien, hein, donc l'évitement comme on l'appelle. Donc il reste quoi? Il reste le critique, et c'est vrai que Gray propose pour le coup du critique, hein, donc ça peut s'entendre. Voilà. Alors au niveau, on peut parler aussi des soigneurs, notamment de Shadows of Valentia. Bah, Faye est la meilleure. Vous avez aussi la femme du gars qui sert l'ennemi là dans la voie de... Comment ça? La voie de Alm. Hein, à un moment donné, donc c'est quand même sur la partie assez reculée, hein, le chapitre 3 ou 4, je ne me rappelle plus. Donc le paladin d'or, hein, qui arrive à ce moment-là. Il est avec une meuf et que vous devez recruter, cette meuf, pour pouvoir lui le recruter. Hein, je ne me rappelle plus de leur nom. Mais elle est pas mal aussi en fait. Hein. Et d'ailleurs, elle, c'est une bonne candidate, je pense, à l'objet bonus que vous recevez des DLC, hein, gratuits, qui est la fourche de villageois. Parce que elle, comme ça, elle peut reprendre quelques niveaux pour la prudence. Vous n'allez pas donner cette fourche à un mercenaire, il peut déjà le faire lui-même. Donc vous le donnez à qui? Alm et Celica, impossible, ils peuvent pas le prendre. Donc voilà, il reste quoi? Il reste pas grand-chose. Hein. Il reste finalement soit une unité masculine qui ne serait pas mercenaire, pas villageois plutôt, et que vous voudriez faire mercenaire, c'est un choix, c'est une possibilité, mais je vous mets en garde. On peut finir le jeu avec les mercenaires qu'il y a dans les deux équipes déjà. Vous voyez, donc il y a déjà assez de choix, je trouve, personnellement. Donc pour moi, le choix idéal serait plutôt de refaire faire un tour de manège à un prêtre ou une prêtresse. Vous voyez. Et donc, par exemple, elle, c'est un bon choix. Faye, vu qu'elle commence villageoise, là je vous conseille de prendre tous les niveaux avec elle, hein, donc les 20 niveaux de villageois, les 20 niveaux, donc évidemment de prêtresse, hein, si je puis dire. Parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant avec elle, parce que ça permet de faire rejouer au niveau, je sais plus, du T2, au niveau 16 du T2 peut-être, un truc comme ça. Donc elle est vraiment bien dans cette classe-là de soigneuse. Voilà. Donc je recommande ça plutôt qu'autre chose. De toute façon, comme c'est une femme, elle n'a pas le mercenaire, donc le reste est assez inutile. Hein. Donc autant miser sur de l'utilitaire pour le coup. Comme ça, son manque de stats qu'elle aurait au niveau, avec 60 niveaux si je puis dire, hein, villageois T1, T2, ça se fera un petit peu moins sentir et elle tiendra les coups. Hein, voyez. Même si elle se fait toucher une fois, elle tient. Donc elle, c'est pas la priorité pour la fourche de villageois. Je dirais plutôt quelqu'un qui a en plus des stats assez dégueulasses. Hein. Elle a de très bons pouvoirs, la fameuse meuf dont je parle tout à l'heure. La meuf du chevalier d'or. Et oui, parce que moi et les noms, ça fait deux, hein, je vous dis, vous le savez depuis le temps. Et donc du coup, ça serait plutôt elle, hein, voilà. Vous avez aussi Sonia, éventuellement, hein, qui est intéressante parce qu'elle a des bons pouvoirs. Enfin voilà, c'est assez notable. En tout cas, voilà, le problème, si vous voulez, de Shadows of Valentia, c'est que c'est un jeu qui a bien été refait, hein, vous voyez, avec des petites cinématiques, tranquilles... Vous voyez, un petit jeu qui paye pas de mine comme ça, mais qui fait plaisir, hein, quand même. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire, hein, franchement. Donc voilà, la difficulté, même en difficile, hein, putain, franchement, c'est ridicule, hein, franchement. C'est même plus facile que le niveau facile de Path of Radiance, par exemple. Hein. Franchement, hein, parce que avec le farm, ça casse un petit peu tout, hein, voilà. Et puis c'est vrai que c'est pas un jeu que j'ai envie forcément de refaire en low turn count, voilà, bon après... Parce que je trouve c'est vrai que c'est pas très développé, Une fois qu'on l'a fait une fois, ce jeu, voilà, on n'a pas envie d'y revenir, hein. C'est bizarre comme ça, mais... Voilà, c'est comme ça, hein. Je suis désolé, mais c'est vrai que... Ah, c'est vrai qu'il y a moins d'options que les Fire Emblem modernes aussi, hein. Donc c'est vrai que... Faut quand même dire ce qui est... Voilà, donc là on voit un petit peu qu'on a bien avancé. Hein. C'est plutôt pas mal. Donc évidemment, petit à petit, on a fait gaffe, on a tué quelques unités et ensuite on s'est avancé. Donc là, je peux pas trop vous en dire plus. C'est-à-dire que, en gros, au début, vous commencez par tuer un bon nombre d'unités avec ceux qui craignent le moins, notamment Ced en tête. Et après, bah, vous pouvez quand même les avancer, hein, parce qu'il y a moins de risques. Et après, vous achevez ce qui reste, hein, tout simplement.
Voilà, faudra bien penser à ceux qui ont été mis en sommeil, notamment. Donc voilà, hein, que dire de plus. C'est vrai que maintenant, je me rends compte, là on est à la 31e partie, j'ai dit beaucoup de choses déjà, il n'y a plus trop grand chose à repréciser, hein. On a quand même fait le tour, hein, pour le coup. C'est vrai que là, on est sur on est sur du G2, très avancé, ils sont tous en T2, ils ont tout pris ce qu'ils devaient prendre. Voilà quoi, hein, c'est bon. Tout fonctionne assez bien, donc c'est... Voilà. Hein. Alors, il y a un truc que j'ai découvert et que je ne savais pas, et que des gens du forum de Shadows of Valencia m'ont appris, c'est que les fontaines... Alors faut dire que Fire Emblem 2, c'est celui que j'ai fait le moins de tous les Fire Emblem quasiment, donc, avec aussi Fire Emblem 8 hein, aussi. Mais les fontaines, apparemment, ça peut augmenter le cap max, en fait, si vous voulez. Donc vous prenez, vous êtes au niveau maximum, par exemple, je sais pas, Grey c'est 42 de force au maximum, vous lui mettez une fontaine de force, et ben apparemment ça ferait 43. Alors j'ai pas vérifié ça moi-même, hein, je vous le dis, mais apparemment c'est... Non mais pour tout vous dire, vous allez rigoler. Vous allez rigoler. C'est tellement... Non mais c'est tellement facile, que dans ma partie là dont je vous parlais, en difficile, les fontaines, je les ai jamais calculées. je les ai jamais calculées les fontaines. C'est-à-dire que... Non, au début ce qui s'est passé, je me suis dit, bon, je sais pas trop ce que je vais en faire de ces fontaines, donc je les laisse pour l'instant, voilà, je les laisse comme ça. J'arrive au boss final, donc chapitre 5, j'ai toujours pas pensé à le faire. Chapitre 6, j'ai commencé à y penser, mais je me dis, bon, je vais d'abord voir ce qui se passe avec le boss final, le vrai boss final. Voilà, chapitre 6. Et voilà, finalement j'ai fini le jeu et je me dis, bon bah, what fuck, hein, finalement, tant pis, j'ai pas pris les fontaines. Voilà, j'ai totalement oublié. Alors que quand même, bon, c'est quand même intéressant. Bon, si vraiment on décide de s'y intéresser, c'est là où moi où je vous recommande quand même d'être sur un truc intelligent. Notamment ceux qui ont le moins de résistance de vos mercenaires, d'en faire des épéistes. Et ceux qui ont le plus de résistance, d'en faire éventuellement des mecs qui attaquent à distance. Ou inversement, ceux qui ont le plus de résistance, confirmer cet élan en les mettant devant en tant qu'épéiste, et en leur mettant évidemment donc la classe d'épéiste plus les fontaines. Hein. Il y a plusieurs choses comme ça qu'on peut intégrer qui peuvent être pas mal. Après tout dépend comment vous jouez. Hein. Si vos archers sont souvent exposés, bah il vaut mieux quand même que tout le monde ait une bonne résistance. Sinon, bah faites que vos épéistes aient vraiment la somme, enfin la valeur la plus importante. Voilà. Si vraiment vous voulez optimiser, hein, ça c'est vraiment accessoire, je dirais. Pour ce qui est de la technique, j'aurais tendance à mettre la technique sur ceux qui ont le moins de technique, pour vraiment confirmer que tout le monde puisse avoir un pourcentage le plus élevé possible, moyenné, et voilà. Alors après, il y aurait une autre stratégie, c'est augmenter la technique de celui qui a le plus de technique. Alors, vous voyez, il y a deux écoles à chaque fois. Franchement, le jeu, de toute façon, le jeu est tellement simple, vous tuez toujours vos ennemis en 2 coups, donc j'ai envie de vous dire, autant assurer le critique le plus possible, je dirais quand même sur tout le monde. Au moins qu'il y ait un critique qui passe à chaque fois. Donc augmenter le critique de ceux qui ont la technique la plus basse. Je dirais ça comme ça. Ça peut de toute façon largement se faire avec les deux options. Ça fait assez peu de différence hein, quand même, franchement. Un point de technique, c'est assez peu en critique, hein, franchement. Hein. Après, si vous les accumulez, faut voir. Hein, il y a peut-être quand même, voyez, une accumulation possible. Je sais pas, faut voir. Non, parce que j'ai vu même avec Grey par exemple,
S'il fait 2 critiques, bah de toute façon la question ne se pose plus. S'il fait un critique et un coup normal, il tue l'ennemi. Et il tue déjà l'ennemi à 42. Donc, est-ce que ça lui servirait de prendre un point en force en plus? Vous voyez, c'est la vraie question. Hein. Ça peut se débattre. Je suis pas sûr. La défense, ça c'est le truc le plus inutile du monde, puisque franchement, voilà quoi, 40 de défense, moi j'ai jamais eu aucun problème. Hein. Peut-être à la limite le boss final, voilà, mais même, hein, c'est pas utile, hein, franchement. Et je crois qu'il y a beaucoup de magie en plus hein, dans le boss final, hein, donc c'est même pas très utile. Voilà, donc on en a fini avec cette zone qui est quand même assez longue. Hein. Vous voyez que là, on en est à combien? À 23 minutes. Donc ça veut dire quand même que, globalement, il y a cette forêt qui vous gêne. Vous voyez? Parce que nous, notre but, c'est quand même d'aller le plus vite possible vers les gosses. Mais plus que ça, parce que les gosses, ils seront sauvés bien avant. C'est d'arriver à bien se positionner pour le groupe qui va nous arriver sur la gueule. Et attention à ça, parce que c'est quand même assez dangereux, hein, je vous le dis. Donc, je vous recommande de bien être groupé pour pouvoir bien prendre ce groupe, parce que potentiellement, si vous vous faites gangbang, même un mec comme Seilif, il est possible qu'il meure. Alors, je vais révéler la chose tout de suite. J'ai recommencé une fois cette vidéo, pas 36 000 fois, mais une fois, parce que j'ai perdu Seilif. Voilà, non mais quand même. Alors c'était pas au début avec les mecs là, c'était ensuite ce groupe qui arrive au milieu, de cavaliers. Et ouais, qui dit cavalier dit danger. Ils peuvent se repositionner, repartir vers l'arrière, avoir un mouvement extrêmement avancé pour venir vous chercher. C'est assez dur à prendre. Donc, il faut pour le moins que le truc soit safe. Vous me connaissez, je suis tellement à l'aise que j'avais dû, avec Seilif, m'emporter, trop l'avancer, et sauf que derrière, il y a quand même des mecs avec de la magie, et si tout le monde arrive à l'attaquer, et sûrement qu'il était sur une case route, et ben, je me le suis fait dessouder. Et ouais, dessouder le Seilif. Donc prudence quand même, voilà. Bon, pour le reste, ces mecs-là, on va s'en occuper avec les unités volantes, notamment. Donc, aucun souci. Et d'où l'intérêt de nickeliser le truc avec les enfants avant, parce que c'est quand même la galère de venir chercher les enfants alors qu'il y a les ennemis à côté. Enfin, voyez, simplifiez-vous la tâche, hein, les gens. Hein. C'est vraiment important. Ouais. Comme ça, là, on fait ça en toute sécurité. Les enfants ne bougent pas, peuvent pas se faire attaquer, c'est parfait. Voilà. Alors, vidéo qui va être encore assez longue, hein, parce que là, on est encore sur le modèle d'une double forteresse. Je suis désolé, je suis obligé de faire ça parce que c'était un peu tout lié. Et je ne me voyais pas comme la partie précédente, si vous voulez, couper ça en 2 parties, ça faisait bizarre. Donc j'ai préféré faire ça en un coup, surtout que là, au total, ça fera pas plus de 1h05, voilà, par là, donc ça me va très bien. Donc voilà. Donc on a un boss qui a quand même poursuite, prudence. Mais qui a une magie assez donc puissante certes, mais assez peu précise hein, quand même. Et surtout très lourde, donc du coup, malus en termes de vitesse. Donc n'importe quel pélo normalement constitué ne se fait pas doubler avec ce boss-là, normalement. Voilà, donc je commence à mettre en position mes unités. En essayant de mettre devant ceux qui encaissent le mieux. Hein, voilà. C'est quand même préférable. Vous voyez là, le cas typique où Joalva, s'il avait eu que 2 coups, n'aurait pas pu tuer cet ennemi. Donc, on peut dire quand même que cet objet
lui fait plutôt du bien. Parce qu'il n'a pas poursuite, hein, je rappelle. Ah oui, alors, il y a les conversations, ça j'ai oublié. Donc, conversations, j'ai tellement sprinté pour faire le truc d'abord. Donc d'abord, vous savez, le petit groupe de mages, ensuite, cette fight-là, que on a, vous voyez, ces interactions entre Lester et Patty. Alors, est-ce qu'il y aurait de l'amour dans l'air? Peut-être, peut-être. Et alors, sachant, hein, je vous le dis, mais il y a déjà plein de couples que j'ai même pas fait gaffe, ils se sont fait tout seuls. Je crois notamment Shannon qui est avec Larcey. Enfin voilà, il y a des trucs, j'ai rien fait, ils sont déjà en couple. Hein, donc c'est vraiment assez drôle. Et là, à mon avis, on part sur le même chemin. Voilà, donc ça lui fait gagner des PV, ce qui n'est pas rien. Et il reste Leaf Altena, Shannon c'est Leaf. C'est vrai que ça m'apprendrait un petit peu à ne pas jouer à la cool. Hein. Parce que si vous jouez à la cool, le problème c'est que vous commencez à prendre la confiance, sauf que prendre la confiance au chapitre 10 et à l'épilogue, c'est pas une très bonne idée. Voilà. Et puis surtout, il y a une différence très faible entre prendre la confiance et jouer n'importe comment. Et oui. Parce que finalement, prendre la confiance, ça veut dire ne pas faire attention où vous placez vos unités. Et voilà. Et je pense que j'ai fait cette erreur tout simplement parce que j'avais oublié qu'il y avait quand même des archers qui pouvaient aller assez loin, d'autant plus qu'ils sont sur une route. Et ouais. Et ça, attention, hein. Ça c'est impossible à calculer dans Fire Emblem 4, hein, donc faites très attention, les bonus de route, c'est sans doute ça qui m'a niqué. Donc prenez pas trop la confiance et faites très attention. Laissez au moins 12 cases d'espace entre les deux. Et éventuellement, mettez-vous juste sur la case du premier qui est le premier de la file, et voilà. Juste pour le tuer, prendre un petit avantage, et c'est tout. Parce que là, sinon, ouais, YOLO quand même. Hein. Ils sont quand même, il y a quand même de la magie, il y a quand même de l'archer, plus éventuellement des mecs avec des lances. Hein. On voit la deuxième rangée, c'est des mecs avec des lances. Hein. Donc, ce qui a fait très mal, notamment à Monsieur Sélif. Et oui. Faut le prendre sérieusement, hein, ce truc. Donc là, veillez bien quand même à contourner le groupe qui attaque. Voilà. Parce que là, sinon, il y a quand même des archers. Voilà. Donc là, en mettant Ced sur une forêt, le mec devient intouchable. Donc c'est plutôt intéressant. Alors je crois qu'il n'y a que le boss qui peut l'atteindre éventuellement. Donc c'est plutôt intéressant. Donc là c'est un misclick je pense. Je voulais soigner notre ami Arès, je crois bien. Ouais, faut que personne soit blessé, tout le monde ait sa santé maximum, etc. Donc voilà. Vous voyez ce que Arès là, blessé, voilà, 40 PV seulement, hein, donc c'est dangereux. Faut qu'il soit au max du max. Alors le problème là c'est que du coup voilà, c'est Shannon qui doit aller vers Sélif. Donc du coup comme Shannon est déjà utilisé, eh bien je ne peux pas faire ce soutien entre guillemets entre les deux.
Et c'est parti pour le tour suivant normalement. Voilà. Voilà, alors là, on voit quand même que il y a un gars qui arrive par la mer. Alors celui-là, dans cette partie, on ne pourra pas le tuer. Hein, parce que ça, faudra attendre la partie suivante. Alors, vous voyez qu'il part d'assez loin. Comme quoi, genre, on a le temps quand même, mais il faut faire gaffe. Parce que sur le papier, c'est quand même... Alors, je vais pas attaquer avec Ced, hein, mais c'est juste pour voir combien ils ont de précision notamment, pour voir si je vais être touché. Et je découvre que je ne vais pas être touché du tout. Il n'y a que le boss éventuellement qui fait un peu plus. Donc voilà. Donc attention. Mais normalement avec l'esquive qu'on a sur une forêt, il y a peu de chances pour qu'il arrive à nous tuer quand même. Même avec sa Brave Sword, parce qu'il a que 2 coups hein, finalement. Et il va peut-être nous toucher une fois maximum, mais voilà, sans plus. Et donc ouais, il y a ce bandit qui descend de la mer. Celui-là, si vous voulez, en gros, on a des cases jaunes sur la partie supérieure de la map. Donc on ne peut pas y accéder. Comment on y accède? Eh bien, en prenant les 2 forteresses. Voyez. Donc ce mec-là, si on veut pouvoir le tuer à temps, il y a eu un peu le même cas, je crois bien, dans le chapitre 8, je crois bien. Rappelez-vous, il y avait un mec, vous savez, le désert. Il y a un mec comme ça qui remonte vers la forteresse qui est au centre, à l'ouest de la map, et il remonte un petit peu comme ça. Et si vous n'avez pas pris la forteresse, vous savez qui est en haut à gauche, avec Seilif, eh bien vous ne débloquez pas, vous voyez les cases jaunes, et donc du coup vous ne pouvez pas y accéder. Et c'est là où d'ailleurs il y a un objet précieux, hein, donc moi je vous recommande quand même de faire attention, puisque c'est un objet plutôt intéressant. Ouais, c'est un objet qui apporte plus 5 dans une des stats, hein, je me rappelle plus trop laquelle, mais en tout cas, voilà, c'est quand même intéressant. Et bah là, c'est le même cas, hein, c'est-à-dire que là, il faut prendre les 2 forteresses en allant de la droite vers la gauche, hein, donc de l'est vers l'ouest, sur les 2 forteresses qui sont au sud, avant de pouvoir aller vers le nord et les cases jaunes, tout simplement. Et une fois qu'on l'aura tué, eh bien, il ne présentera plus de menaces pour nous, effectivement. Ouais, parce que sinon j'aurais envoyé, vous voyez, quelqu'un l'abattre, hein, avec une unité volante notamment. Voilà, donc discussion entre Shannan et Seilif. Donc pour avoir un bonus de quoi déjà, de PV, je me rappelle plus trop. On va voir ça tout de suite. Voilà, donc maintenant, c'est en gros la discussion d'un Shannan qui dit que, putain, Seilif a bien progressé depuis et limite il l'a dépassé, vous voyez. Parce que Shannan c'était le prestige déjà, hein, rappelez-vous quand même, et c'est toujours le prestige. Mais vous voyez que Seilif a grandi, vous voyez, il est devenu quelqu'un d'autre, vous voyez, donc limite il a dépassé. Le maître s'est fait dépasser par l'élève, hein, évidemment. Voilà, donc là, je teste assez fortement toutes les possibilités d'attaque, parce que je dois être sûr de mon coup sur ce coup. Bah, si vous voulez, vous êtes dans la psychologie d'une partie précédente qui s'est très mal finie. Hein, et ça vous fout un petit peu les boules, parce qu'à chaque fois que je fais ça, je fais une capture quand même. Hein, donc, et vous voyez que là, on en était à, par exemple, 37 minutes de vidéo. Hein, donc c'est 37 minutes de votre vie qui sont perdues à jamais, parce que vous avez fait de la merde. Hein, donc vous faites gaffe la prochaine fois. Vous voyez, c'est ça le truc en fait. Hein. Donc voilà. Hein. Non, mais surtout que c'est terrible quand vous connaissez toutes les ficelles des Fire Emblem, mais par
facilité pour l'avoir joué cool, vous faites une erreur à la con. Vous voyez, c'est un petit peu dommage, c'est ça. Voilà, donc là les gens s'avancent, il y en a 2-3 qui viennent vers Sélif. Donc ça nous permet de tuer certains ennemis, il y en a d'autres qui ne font que s'avancer. Alors je crois que le boss va aller vers... voilà. Va aller vers Ced. Alors voyons voir. De toute façon il peut se faire attaquer 2 fois au maximum. Et je suis pas sûr qu'il arrive à tuer Ced malgré tout. Vous voyez, même avec 2 coups il l'aurait pas tué. Hein, donc c'est vite vu. Et nous on le one shot. De toute façon, arriver à dépasser Ced en vitesse, c'est impossible. Dans ce jeu, c'est lui qui a le plus de vitesse. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive. En temps de pluie, en temps de blizzard, peu importe. Avec plus 20, déjà il arrive à maxer sa vitesse avant tout le monde. Plus les 20 de Forcetti, enfin voilà, impossible à dépasser. Bah il a combien? Il a 50 de vitesse, hein, donc... c'est comme ça que poursuite... Ouais, je dis ça parce que poursuite, hein, voilà. Et la Brave Sword avec poursuite, ça ferait 4 attaques, voilà, éventuellement. Mais là, on parle de quelque chose qui n'a aucun sens, hein, puisque avec Ced, il est à l'abri de tout. Voilà, donc là, on se rend compte que le gars, c'est un spécialiste de la magie à distance. Donc, on va envoyer une de nos 2 unités volantes, et évidemment, vous l'aurez compris, ça va pas être celle qui a le moins de résistance, hein. Ça sera celle qui a le plus de résistance, c'est-à-dire Fille. Voilà. Et en plus, je lui ai pas donné un objet pour la résistance à elle. J'ai un petit doute là. Ouais. En tout cas, elle a une bonne résistance de base, hein. C'est une Pégase. De toute façon, là, il est hors de question d'utiliser autre chose que Forcetti, puisque on est quand même blessé. Voilà, hein, on essaye quand même d'optimiser nos chances de survie. Voilà. Alors là, je préfère tuer celui qui est magie, parce qu'il est plus chiant pour ceux qui voudraient éventuellement l'attaquer. Ça ferait plus de dégâts, donc je profite de Ced pour quand même prendre l'avantage sur ce genre d'unité. Alors, notre ami Wafei. Alors c'est vrai que Wafei, là, il commence un petit peu à battre de l'aile parce que j'ai tendance à dire que j'ai pas réussi à lui trouver une arme suffisamment puissante pour qu'il fasse vraiment la différence. Et il a pas non plus toutes les techniques. Il a le critique, mais ça se déclenche pas non plus tout le temps. Donc il a que poursuite, hein, généralement, et voilà. C'est un petit peu délicat. Voilà, alors là c'est très important quand même de bien faire attention à qui vous faites attaquer en premier. Parce que si vous voulez, il y a des postures de certains personnages qui en l'état peuvent attaquer une personne, mais si vous la faites attaquer, ça c'est le classique hein, évidemment, si vous la faites attaquer à la toute fin, peut-être que l'ennemi qu'elle aurait pu attaquer a disparu, a été tué déjà par d'autres unités précédentes, et du coup, ben, vous ne pouvez plus vous en servir. Voyez ? Alors que vous auriez pu. Et alors que les autres unités qui ont tué la fameuse unité auraient pu attaquer quelqu'un d'autre. Voyez ? Donc ça, c'est le principe, on va dire,
comment on pourrait appeler ça? Ça n'existe pas hein, le terme, hein, mais sorte de patte que vous essayez de rouler et que vous la déroulez par l'arrière, voyez? Vous la déroulez par l'arrière parce que par l'arrière, il y a les unités qui ont le moins de mouvement pour accéder au groupe d'ennemis, hein, voilà. Et de ce fait, voilà, faut toujours faire ça. Alors il y a les petites errances aussi parce que le vice ici, c'est qu'on a des unités montées qui sont aussi devant et derrière. Hein. Donc là, il faudra calculer entre les deux, hein, tout simplement. Voilà, Finn hein, qui met une grosse patate avec ça, donc ça c'est plutôt pas mal. Finn qui est encore dans le jeu, alors que c'est une G1 qui n'était pas non plus folle, sans la Brave Sword, hein, j'entends. Donc c'est pas mal. Là, vous voyez, on fait suffisamment de dégâts, 20 points de dégâts, pour pouvoir espérer les doubles shoots. C'est pour ça qu'en fait, notre ami, comment il s'appelle Wafei, ça le fait pas, parce que lui, il a maximum que 16 points de dégâts, je crois bien, avec son espadon d'acier, là, je crois bien. Donc forcément, il manque un petit quelque chose pour pouvoir double shoot les gens. Voilà. Alors, vous me direz, oui, mais attends, mais finalement, l'Arseille, elle a la même arme que notre ami Wafei. Ouais, mais l'Arseille, elle a d'autres techniques. Hein. Elle a Adepte, elle a quand même Stellaire, vous voyez, enfin, je veux dire, elle a d'autres trucs qui font que la plupart du temps, ça passe de toute façon. Hein, donc, elle a le critique, elle a aussi, donc, bon, voilà, en même temps, c'est pas la même chose quand même, hein, donc... Et puis, j'aimerais pas dire de bêtises, mais c'est qui a le bonus en force, là? C'est pas elle, hein, je crois pas, il me semble pas. Il y en a un qui est, je crois bien, à Fi, et le deuxième qui est à qui, déjà? Peut-être elle, remarquez, hein, peut-être. Ouais. Voilà, Leaf qui fait très très mal avec son épieu très très violent. Notre ami Sélif qui s'occupe du cavalier monté. Et je crois qu'on a repoussé la menace, hein, globalement. Donc c'est bien, vous voyez, il continue à prendre en Magic Defense, hein, donc résistance. Donc c'est plutôt pas mal. Ça va lui être très utile, hein, je vous dis. Voilà, en fait, j'ai pas déplacé l'unité que je voulais déplacer parce que j'avais peur que ça gêne ceux qui pouvaient attaquer, en fait. Donc, d'où la petite errance. Donc là, malheureusement, mauvais calcul, Balthazar. Tes unités n'atteignent pas tous ceux qui restent. Mais de toute façon, autant vous dire que c'est des deux soigneuses. Hein, donc voilà, aucune problématique, si je puis dire. Je crois que tous les autres, personne n'atteint le bordel. Énorme. Loul. Et voilà, donc on va pouvoir réaccélérer maintenant. C'est nickel.
Ah oui, au fait, j'ai réparé hein, le bâton de slip, hein, du coup. Mais là, après, il y aura moins d'utilité. Hein. C'est surtout utile pour Hannibal. Après, bon, oui, on peut toujours l'utiliser. Bon, ça coûte très cher à réparer quand même, mais voilà, si vraiment il y a quelque chose à un moment donné qui est infaisable sans ça, mais je ne le connais pas. Il n'y a pas de situation qui soit vraiment impossible totalement sans ça. Hein. Alors, lui, on est obligé d'aller le tuer si vous voulez, parce que si on ne le faisait pas, s'il n'y avait pas ces unités volantes pour aller l'intercepter, le gars aurait détruit le village sans problème. Hein, voilà. Alors, vous me direz, oui, mais Balthazar, t'aurais pu envoyer peut-être quelqu'un. C'est délicat, c'est très délicat parce que vous passez devant le fameux groupe quand même balèze, et c'est chaud, hein, franchement. Non, le mieux là, c'est d'envoyer les unités volantes, hein, c'est plus facile. Voilà. Sachant que là, vous voyez qu'elles ont déjà bien pris quand même, hein, puisque elles sont quasiment à moitié déjà détruites. Alors le problème là évidemment c'est le boss qui peut vous attaquer à distance, donc il faut absolument pouvoir quand même pouvoir encaisser un minimum. Je crois que c'est encore un misclick là, il me semble bien, voilà. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez deux gens à soigner sur la même case, et bien parfois en allant vite, et bien vous trompez de cible. Et donc du coup, faut bien soigner évidemment le Ced qui va sans doute attaquer le boss, hein, j'imagine. Vous voyez, parce que ça fait longtemps que j'ai fait cette capture, hein, donc je me rappelle plus trop exactement ce que j'ai fait. Ouais, ça fait au moins 2-3 semaines hein, que j'ai fait cette capture. Donc, Alors je décide de quoi? Ah non, c'est peut-être voilà, c'est peut-être avec Arès que je vais tenter. Mais ça fait que 77, ouais, c'est pas beaucoup. Mais est-ce que je le tente quand même? Je me rappelle plus. Est-ce que je fais le fou? Ouais, je le fais quand même, ok. One shot pour le boss, voilà. C'est pas compliqué quand on vous dit que c'est pas compliqué. Bolganon obtained. Donc là, elle se retire uniquement, hein, donc c'est quand même assez fou. Les mecs sont intuables. Donc là, c'est un petit peu le scénario sur 20 généralement hein, quand ça fait ça. Et là où en fait, si vous voulez, ça pourrait poser problème pour la forteresse, c'est que quand on va aller dedans, eh bien, c'est comme si on n'avait pas vraiment débloqué la suite. Hein. Donc là, ça, ouais, ça fait 2 fois, je préfère quand même faire 2 forteresses, si vous voulez. Je trouve que c'est vraiment dans la même intention.
Ouais, en gros, il reste 4 tours là, apparemment. Puisque une petite maison, c'est en gros 2 tours. Donc s'il reste 2 maisons, c'est 4 tours. Donc là, j'essaie de calculer, est-ce qu'il est bon pour moi que je m'expose? Est-ce que j'ai le temps avec 4 maisons de pouvoir faire ça ou pas, etc. etc. Donc, ouais. Alors Altena qui va aller parler, voilà, avec Leaf. Puisque, évidemment, c'est plutôt, ouais, interesting. Ah, ils ont une sacrée histoire. Hein. Bah, franchement, quand on y pense bien, c'est pas rien, parce que c'est comme quand vous avez un spin-off, dans les séries ou autres, bah c'est pareil là, pour Fire Emblem 5, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont dit, oula, il y a un truc intéressant quand même dans cette histoire, ça va donner Fire Emblem 5. Hein. On va prendre une portion du temps de Genealogy of the Holy War, et on va raconter ce qui se passe avec Leaf durant cette portion. Voilà. C'est intéressant. Donc quand même, il exprime finalement son attachement à Altena, malgré le fait qu'ils se connaissent depuis peu. Il n'a pas envie de l'avoir chuté, donc c'est assez intéressant. Ah, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à comprendre pourquoi notre ami, comment il s'appelait là, Travant, a fait ce choix-là de mentir sur la vraie, finalement, paternité de Altena. Parce que, franchement, si elle se renseigne un petit peu, il suffit qu'elle aille dans une bibliothèque, n'importe laquelle, vous me direz, elle en fréquentait peut-être pas, hein, voilà. Mais elle va se rendre compte que le sang de Travant n'est pas ce sang-là, vous voyez, hein. Donc, finalement, le sang qui coule dans les veines de Kuan, et qui lui permet de porter la fameuse arme. Donc c'est un petit peu bizarre, comment il aurait justifié ça? Forcément, ça allait être découvert, ce truc, hein, donc c'est pas très malin. Mais c'est vrai que, du coup, on imagine quand même pourquoi il l'a fait, parce que je pense que, si vous voulez, à partir du moment où vous dites que vous n'êtes pas les vrais parents, vous devez expliquer où sont mes vrais parents. Vous voyez, donc du coup, il aurait dû expliquer pourquoi il les a tués, en fait, dans le désert. Et ça, forcément, ça serait pas trop passé. Hein, donc, c'est vrai que, techniquement parlant, c'est quand même assez logique qu'il n'ait rien dit, malgré quand même une forte probabilité que ça soit découvert. Hein, voyez. Parce que quand le secret est tenu uniquement par les deux parents, bon, ça va. Mais quand il y a des indices possibles, comme ici avec le sang porteur de l'arme, etc., bah là, c'est plus délicat. Parce que pour se cacher, là, du truc, c'est plus délicat. Hein. Là, c'est vraiment une... Là, il y a vraiment une lignée de sang qui fait que vous seul, vous pouvez porter l'arme. Donc, c'est dur à cacher, quand même. Voilà, bien la Slim Sword pour pouvoir avoir plus d'esquive. Et avec Mr. Selif, eh bien, nous arrêtons là. Voilà. Donc en fait, je retire ce que j'ai dit. En fait, je suis complètement dans mon délire, puisque je croyais, vous voyez, c'était il y a 3 semaines, je croyais qu'on allait prendre finalement cette forteresse, mais en fait, je crois que c'est l'idée que je m'en étais faite avant que je commence la vidéo. Vous voyez. Et donc du coup, en réalité, apparemment, je n'ai pas fait ça. Hein, donc c'est la fin de la vidéo. Donc vous voyez, non mais c'est un truc de malade. La mémoire et moi, c'est deux. Hein, c'est vraiment tant au niveau des noms que des événements.
c'est dangereux, hein, c'est dangereux. Non mais qu'est-ce que ça va être à 80 ans? J'ai peur, hein, moi, franchement, j'ai vraiment peur. Alors voilà, tout ça pour dire que voilà, parce qu'à mon avis, ce qui a dû se passer, je pense, c'est que j'ai dû voir le temps. J'étais sûr de faire ça, je m'étais dit, bon, on fera les deux forteresses il y a 3 semaines. Et j'ai dû voir que le temps était quand même déjà 1 heure et quelques, voilà, 1h05. J'ai dit, allez, c'est bon, on arrête là, on fera même la capture la prochaine fois, etc. Donc, ça doit être pour ça, tout simplement. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie, qui sera la partie numéro 32, si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.